C'est parti. Voilà, c'est bon. Alors, au niveau des travaux courants de comptabilité, on va faire un petit rappel concernant les points importants, les points essentiels à retenir sur ces travaux courants de comptabilité. Alors, je vous rappelle les différents points que l'on a abordés. Le premier point, c'était tout ce qui était comptabilisation des achats, des ventes, de la banque, etc., etc. Tout ce qui était comptabilisation, des factures, des avoirs, etc. On va revoir principalement les schémas d'écriture de ces différentes opérations. Une fois qu'on avait comptabilisé on avait quelquefois besoin de régulariser les différentes écritures qu'on avait passées, hein, par erreur ou parce qu'on avait besoin de faire des régularisations. On a également, dans ce qu'on va appeler les régularisations, fait les états de rapprochement bancaire et la situation de trésorerie. Et enfin, la déclaration de TVA. Je mets la déclaration de TVA un petit peu à part, puisque la déclaration de TVA, c'est une déclaration fiscale, et que pour faire cette déclaration de TVA, il est nécessaire que les au moins 2 premières opérations et éventuellement la 3e opération aient été faites. Ça, on est sur la fiscalité, on est sur du remplissage de déclaration. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de calcul à faire, hein, puisqu'on a vu qu'il y aura, on va revoir qu'il y aura des calculs à faire au niveau de la déclaration de TVA, mais on n'est pas tout à fait dans les mêmes eaux que ces 3 premiers points. Donc on va reprendre chacun de ces points, les uns après les autres. Alors, le premier point, on va refaire, si vous voulez, bien, revoir les schémas d'écriture qui concernent la comptabilisation des achats et des ventes. Alors, je vais laisser les achats. Quel est le schéma d'écriture pour une facture d'achat 600 quelque chose. Classe 6. Voilà, un compte de classe 6, alors au débit ou au crédit? Au débit. Débit. Un compte de classe 6 au débit. Et du 401 quelque chose. Compte tiers. Alors il y aura un compte de tiers Au crédit. au crédit, donc le compte de tiers. Toute taxe comprise. Hors taxe. Non, toute taxe comprise. Classe 4, toute taxe TTC. Non, c'est pas TTC. Voilà. Et ce compte, si je suis Ah oui. sur les achats. TVA. Ah bah oui. Alors, il va manquer la TVA. 44. 66. 745,66, tout à fait. Donc là, je vais mettre Hors taxe. forcément le hors taxe. Et au niveau ici du compte de tiers, ça va être quel compte de tiers? 400. Au niveau d'une 401. 401.
401 fournisseur. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est, je dirais, le schéma d'écriture d'une facture, on va dire traditionnelle. Si maintenant, on va peut-être faire déjà pour faire le parallèle sur la vente, et puis après on complétera la facture. Les ventes, 411, le schéma, ça va donc être effectivement le compte 411 TTC. pour TTC. 57, classe 7, Classe 7 hors taxe. pour leur taxe. 44, 567. Voilà. 71. 71, pardon. 7. 7. 7. 1. Ici, j'ai 6. 6, classe charge. Et 6. Maintenant, si sur la facture qu'on me donne au niveau de mes achats ou de mes ventes, peu importe, j'ai une remise, est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de mon écriture? Ah non. Une remise. Pas Bien sûr, c'est une lettre commerciale. Non, pas au niveau de la. Pas au Non, ça, c'est- Ah non, c'est par rapport à l'écriture, toujours la même chose. Ah, par rapport à Mais en l'écriture, prenant une lettre commerciale. Oui. Je rappelle que les rabais remises Oui, on se tourne. se comptabilisent. Que sur un avoir, par exemple. Voilà. Ouais. S'ils font l'objet Rien à voir. d'un avoir, c'est pareil. Par exemple, je reçois en fin d'année, en début d'année, pour l'année qui vient de s'écouler, une ristourne par rapport à un volume de chiffre d'affaires. Là, je le comptabiliserai bien. Mais malgré tout, les comptes rabais remise ristourne, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de compte des RRM 609. 609 et 709. Oui. Oui. Malgré tout, quand on va faire les travaux de fin d'exercice, ce 609 et ce 709, ou ces 609 et ces 709 selon les entreprises, seront basculés L'année d'après. dans les comptes rattachés. Donc en fait, en fin d'exercice, quand on fait notre balance finale, fin d'exercice sur les travaux de comptabilité, dans les travaux de fin d'exercice, les 609 et 709 n'existent plus de toute façon. Par contre, donc, si j'ai un 609 et un 709, si c'est une remise, je ne la comptabilise pas. Si par contre j'ai un escompte, Il sera comptabilisé. oui, il sera comptabilisé. Alors dans quel compte? Chaque facture. 650. Non, 665. 665, c'est 765, oui. Alors 665, 765. 765, 80. 165 pour les ventes. Il y a une seule qui parle, c'est mieux. C'est le contraire en fait. C'est le contraire, donc ça veut dire, Ça veut dire que là, C'est pour le pour le 600, mettre, ça sera du 765. je vais le mettre où? Au débit ou au crédit? On va le mettre sous le 401. Voilà, on va le mettre au crédit. Voilà, au lieu de crédit. Et ici, on va venir le mettre ici. Et effectivement, ici, le hors-taxe, ça sera le net financier ou le net commercial. Puisque l'escompte se comptabilise, puisque l'escompte, donc 665 escompte accordé au client, 765 escompte obtenu des fournisseurs. Donc le 665 et le 765, donc les escomptes, c'est une valeur financière. Ça n'impacte pas le prix d'achat, le coût d'achat des marchandises. Une marchandise, vous l'achetez 100, même si vous avez un escompte de 10, votre marchandise, elle restera à 100. Par contre, si vous avez une remise de 10, votre marchandise, elle ne va plus être valorisée à 100, elle sera valorisée à 90. Donc là, j'aurai 90. Alors que si j'ai un escompte, là, j'aurai toujours mon 10. Ouais. Sans l'escompte. Les avoirs. Comment est-ce que je comptabilise un avoir sur achat et un avoir sur vente? Le contraire. Voilà, je prends tout ce qui était au débit, je le mets au crédit, tout ce qui est au crédit, je le mets au débit.
Fais bien attention, notamment en termes d'escompte et surtout en termes de remise, que si la facture initiale avait une remise, je dois avoir la remise sur la voie. Si vous avez un doute, mettez-vous dans la position où la voie devrait correspondre à la totalité de la facture. Votre 6, votre 401, votre TVA doivent se retrouver à 0. Ne pas avoir plus d'un côté ni de l'autre. Donc une fois qu'on a fait ces petits schémas d'écriture, petite astuce, je dirais, au niveau de la comptabilisation des achats, des ventes. Enfin, les ventes, c'est un petit peu plus simple parce que généralement, vous avez moins de comptes de classe 7 mouvementés possible que de comptes de classe 6. Quand vous comptabilisez une facture d'achat, la première chose, déjà vous analysez, on est bien d'accord, le document pour regarder est-ce que c'est une facture d'achat, est-ce que c'est une facture de vente. Dans la réalité, c'est assez simple, vous savez chez qui vous travaillez, donc vous savez si c'est vous qui avez fait la facture ou si c'est une facture que vous avez reçue. Et après, il va falloir déterminer la difficulté, vous voyez bien, l'inconnu, c'est le compte de classe 6. Donc moi, ce que je vous conseille de faire déjà dans un premier temps, quand vous avez une facture qui vous pose difficulté au niveau de la comptabilisation, c'est déjà de noter tout ce que vous savez. 401, vous savez que c'est un 401. Après, éventuellement, il pourrait y avoir des sous-comptes de 401, mais je dirais, ça, c'est pas ça qui va changer la comptabilisation de votre facture. Si vous mettez 401 au lieu de mettre 401 001, votre facture, elle sera juste quand même. Au pire, vous en rendrez compte au niveau de la régularisation. Donc, vous notez déjà 401. Si vous avez un escompte, vous faites apparaître l'escompte, la TVA, elle apparaît sur la facture, vous n'avez pas de questions à vous poser. Et comme ça, une fois que vous avez mis, alors soit sur votre feuille de brouillon, soit sur votre facture directement, si vous précomptabilisez votre facture, n'hésitez pas à précomptabiliser les factures sur le document comptable qui vous est fourni. Et comme ça vous laisse vraiment le temps de réfléchir sur votre compte de classe 6. De vous poser sur votre compte de classe 6. Quels sont les comptes de classe 6 qu'on rencontre principalement? Vous allez avoir tout ce qui est classe 60. Ça va correspondre à quoi? Quel type d'achat? En matière première. Donc là, c'est tout ce qui est effectivement les achats. Achat de matières premières, achat de marchandises, tout ce qui est achat. Les 61, 62. C'est les charges externes. C'est pas charge externe, C'est extérieur. Charge exceptionnelle. Service extérieur. C'est les services. Ça, c'est les services extérieurs. extérieurs. 63. C'est les impôts et taxes assimilés. Ouais. 64. Charge de personnel. Charge de personnel. 65. Autres charges de gestion. Voilà, ça c'est charge diverse. 66. Charges Charge financières. financière. Donc déjà, vous voyez, quand vous analysez votre document, ayez ces 6 classifications en tête. Vous les retrouvez sur votre plan comptable d'ailleurs. Ayez bien ceci en tête. Comme ça, déjà, vous voyez déjà, si c'est quelque chose, et c'est une facture fournisseur, déjà, ça veut dire que je ne vais pouvoir utiliser que, principalement, à part pour les escomptes, mais je n'utiliserai principalement que le 60, 61, 62. Le 63, il est réservé vraiment à tout ce que je règle directement aux impôts.
Le 64, c'est quand vous allez comptabiliser vos salaires. 65 et 66. 65, on l'utilisera principalement quand on va faire la régularisation. Et 66, effectivement, soit dans la banque, soit par rapport aux escomptes, des choses comme ça. Donc déjà, une fois que vous avez déjà limité, je dirais, à ces deux classifications, après, est-ce que c'est des achats qui vont concourir à l'activité principale de l'entreprise, ou est-ce que c'est des services auxquels vous allez avoir fait appel? Donc ça vous permettra déjà, pouf, de réduire à une dizaine de comptes. Donc vous allez passer, je dirais, bien d'une centaine de numéros de compte à une dizaine, assez facilement, en prenant bien le temps d'analyser votre document. Et déjà, si vous avez déjà bien pris le temps d'analyser, je suis dans les achats, c'est donc un fournisseur, j'ai ma TVA sur achat, vous notez bien tout ça. Après, comme ça, vous avez le temps de vous consacrer à ça. Parce que sinon, si vous focalisez en premier sur le compte de 6 ou le compte de 7, c'est pareil, ben après, du coup, vous allez des fois, on va des fois se retrouver avec un 401, avec un compte de classe 7, parce que du coup, il suffit que la facture d'après soit une facture de vente, vous êtes déjà parti dans votre vente et vous réfléchissez plus sur votre facture. Hein, donc, notez bien déjà tout ce que vous connaissez quand vous enregistrez. Au niveau des achats, ça va me servir au niveau de ma déclaration quand je vais faire ma déclaration de TVA. Selon l'activité de mon entreprise, je vais utiliser des comptes d'achat et des comptes de produits différents. Si ma société fait de la production-fabrication, j'utiliserai principalement, pas que, mais principalement le 601 et le 701, puisque je vais acheter des matières premières à 601 que je vais transformer pour donner lieu à du 701. Si je fais des services, alors j'ai mis 606, mais c'est juste pour vous, je n'aurai pas d'achat. Hein? Si je fais du service, je n'ai pas d'achat de matière ou de marchandises. Hein? Donc là, j'aurai juste un compte 706. Et enfin si j'achète de la marchandise en l'état, j'utiliserai un compte 607, marchandise, pour le revendre en compte 707. Donc, quand je vais faire ma déclaration de TVA, il faudra bien que j'ai en tête ce 701, 706, 707. Et en fonction, je serai capable de déterminer si je fais ces 701 ou 707, je vends quelque chose, hein, je fais de la livraison de biens, ou si je suis en 706, et à ce moment-là, je suis prestataire de service. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? J'ai besoin de savoir. Je ne vais pas plus loin pour l'instant. Au niveau de la comptabilisation des achats et des ventes, est-ce qu'il y a d'autres points que vous vouliez qu'on revoie? Donc je rappelle l'EDF 606, le téléphone 626, l'assurance 616. Donc l'EDF, je mets dans mon compte 606 l'abonnement, la consommation, mais aussi les taxes locales. Hein, la comptabilisation d'EDF
TNF, c'est 606, TVA et 401. C'est tout. France Télécom, donc 626, il n'y a rien de spécifique, je mets dans le même 626 la consommation et l'abonnement, pareil. Et assurance, 616, et uniquement 616, puisqu'on a vu que 616, déjà il n'y a pas de TVA sur les assureurs. Et deuxième point, le compte 63, il est réservé quand je fais un chèque directement aux impôts. Or, quand je paye mon assurance, le chèque, je ne fais pas. Je ne fais pas une partie à l'assurance, une partie aux impôts. Je viens tout à mon assureur. Donc l'écriture, ça va être 616 401 ou 616 512 si je passe directement par la banque. Donc 601 achat de matières premières, ça on l'a vu, 607 achat de marchandises. Bien évidemment, il n'est pas nécessaire de retenir par cœur tous les numéros de compte. Donc c'est vrai que ceux que vous voyez régulièrement, on les a un petit peu en vous les avez. Tout ce qui est régularisation de facture. Alors déjà, on va différencier, je dirais, 3 points. Le premier, ça va être quand sur le document qu'on va me donner, on va avoir utilisé le compte 471 ou 472. Compte d'attente. Donc là, ça veut dire que la personne qui a fait la saisie avant vous n'a pas su dans quel compte affecter l'achat, la vente, et a utilisé un compte 471. Ça, c'est le compte d'attente. C'est quelque chose que vous serez certainement amené à utiliser, hein, puisque quand on fait de la saisie, si on n'a pas la réponse à notre question, on ne va pas rester bloqué, on va passer à la suite et on va utiliser un compte d'attente. Donc là, quand j'ai un compte d'attente sur une facture, comment je procède pour que ce compte d'attente soit soldé? Fait une annulation. Extourne. Extourne. Oui. La première, on extourne l'écriture et on comptabilise le document comme nous on pense qu'il doit être comptabilisé. Sans bien sûr le 471. Hein. Quand vous régularisez, le 471 ne doit plus apparaître. S'il était au débit, il doit se retrouver au crédit dans l'exto, puisqu'il doit se trouver soldé. Et bien sûr, dans l'écriture que vous allez recomptabiliser, le 471 n'apparaîtra plus. Je précise bien que entre l'extourne et la comptabilisation, surtout pour la comptabilisation finale, telle que vous pensez qu'elle doit être comptabilisée, je ne modifierai que ce qui est erroné. C'est-à-dire que si l'erreur ne porte que sur le 471, tout le reste, les montants et les autres numéros de compte, seront identiques. Je peux bien sûr, au travers de cette écriture, me rendre compte d'une autre erreur. Hein, imaginons que l'écriture qui m'ait été donnée, c'était une écriture comme ça. Par exemple, donc là, on va utiliser un 471 qu'il va falloir solder, et on se rend compte
on a utilisé un 665 au lieu Le du 765. 765. Donc bien sûr que quand je vais faire ma correction, je vais en profiter pour corriger mon 471 et pour corriger mon 665. Donc quand je fais ça, ça c'est l'écriture qu'on donne. L'extourne, ça va être quoi? 401, 765. Ah, pardon, 665. L'extourne, ça va être La même 665. chose, oui. 471, 44, 566. Imaginons que là, ce soit de l'achat de marchandises, par exemple. En fait, on fait juste l'écriture à l'envers. L'extourne, c'est l'écriture à l'envers. On touche rien C'est du là où tout. je pataugeais en fait. Tout ce qui est au débit passe au crédit, tout ce qui est au crédit passe au débit. D'accord. Ça annule en fait, Ça pour moi, annule, savoir voilà. ce qui a été écrit. Extourné, c'est Ok. on dit extourné ou contrepassé. Ouais. Contrepassé, on retrouve aussi, alors c'est vrai que souvent, Contreprétation. on peut utiliser le terme contrepassé, par exemple sous ciel, si vous utilisez contrepassé, le logiciel fait Directement. directement tout ce que est au débit mais au crédit, tout ce qui est au crédit mais au débit. Ok. Donc l'extourne, vous n'avez absolument pas à réfléchir. Après, vous réfléchissez. Donc une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus rien dans votre comptabilité qui concerne cette 460. facture. C'est annulé. La facture, elle n'existe plus. Donc là, maintenant, il va falloir la comptabiliser comme on Juste. faisait tout à l'heure quand on a vu les achats et les ventes. Donc là, si je dis que c'était un achat de marchandises, par exemple, Donc 607, voilà, 44, 566. Et on crédite 401, 765. voilà. Si j'aurais très bien pu mettre, rajouter par exemple un 609, à ce moment-là, j'aurais enlevé le 609 et j'aurais modifié du coup le montant du 607. Comme ici, ils nous donnent pareil aussi une facture sans assurance et met TVA. Par exemple, l'assurance, il met TVA dessus. On annule et on passe directement à Voilà, donc là, on va 626. changer le montant, par exemple. Là, ça va Si changer. mon écriture c'est 616 pour 10 000, la TVA pour 2000 et 401 pour 12 000, l'extourne, ça va être quoi? 401, 401, Pour 12 000, 616, 616. 10 000, 44, 566, 2000. et la facture, du coup, la bonne comptabilisation. 616, 12 000 et 401, 12 000. Donc il faut déjà, quand vous avez une écriture, il faut repérer là où les erreurs qui ont été commises. Et si on ne voit pas d'erreur? 471, vous la voyez. Oui, Vous avez la bien sûr. voilà. Oui, oui. Après, c'est vrai que si vous avez une écriture et que vous n'avez pas du tout, enfin, vous voyez rien d'erreur, c'est qu'à mon avis, il faut bien re-regarder votre écriture. Ça m'est déjà arrivé en fait en ECF de ne pas voir C'est l'erreur en c'est fait. qu'il y a forcément une erreur. Donc là, on solde pour 411. On se débarrasse. On n'a plus de 411. 771. Pardon, 471. Donc on se débarrasse. Voilà. Et en dessous, l'erreur, on a repéré qu'effectivement, on avait imputé de la TVA sur les assurances. Or, il n'y a jamais de la TVA sur les assurances. Donc, on extourne et on repasse. Ce qu'on peut faire également, mais c'est vrai que moi, je vous conseille vraiment de faire ces deux étapes, l'extourne et les achats. Je ne disais pas ça il y a quelques temps, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple de faire comme ça. C'est pas forcément ce que professionnellement ça va être utilisé. Professionnellement, on va peut-être pas forcément faire ça, mais là, ça vous permet quand même bien de voir les différentes étapes. Et l'avantage en faisant comme ça, c'est que si vous êtes sous ciel, je dis bien si vous êtes sous ciel, vous pouvez assez facilement, vous allez consulter votre 471 et vous voyez tout de suite que votre 471 il est soldé. Le solde, oui. Si vous êtes à la main, c'est un petit peu moins facile de se vérifier, mais si vous êtes sous ciel, c'est assez facile. On a une autre méthode que vous avez peut-être vue en stage ou que vous verrez peut-être en stage, qui consiste à ne passer
l'écriture que sur ce qui est erroné. Par exemple, si je prends sur celle-ci, vous voyez que mon 401, il n'a pas changé le montant. Par contre, vous voyez que mon 616, Il a changé de montant. le compte n'a pas bougé, mais le montant a changé. En fait, il s'est passé quoi? Si je fais mon compte entier, mon 616, si je mets ici que les comptes qui ont été augmentés, mon 616 il est passé de 10 000 à 12 000 et la TVA elle est passée de 2 000 à 0. Ouais. Le 401 n'a pas bougé. Le 401 n'a pas bougé. Donc si j'avais voulu, j'aurais pu passer directement l'écriture. De la TVA. Voilà, du 616 à la TVA. Vous pouvez le voir aussi dans certains exercices. D'accord. De passer directement en fait. Voilà. Ça corrige tout ça. Ça corrige. Souvent, professionnellement, notamment en cabinet comptable, on va privilégier cette solution-là, puisqu'en cabinet comptable, on facture toutes les lignes d'écriture au client. Donc si, là vous êtes en cabinet comptable, vous allez facturer 3 et 2, 5 lignes d'écriture au client. Donc là, vous en facturez que 2. Donc c'est vrai que professionnellement, souvent c'est cette façon de faire qui est utilisée. Pas toujours, pas dans tout le monde, pas dans toutes les entreprises, mais ça peut aussi être une... Vous pouvez rencontrer ce cas. Et elle passe pas l'extourne, celle-là? Non. Là, on passe directement. On passe que cette écriture. Ça, on la passe pas, et ça, on la passe pas. Ah, d'accord. Vous voyez bien que si je suis là, là, mes comptes, ils sont comme ça au départ. D'accord. Je vais rajouter ici le 401. Les comptes, ils sont comme ça. Maintenant, ici, je vais mettre en bleu tout ce qui correspond à ces deux écritures. Donc là, 12 000. je vais mettre mes 12 000 ici. Elle est soldée. Mes 600, mes 100, mes 10 000 ici. Ma TVA ici. Oui. Opère écriture numéro 2. 12 000. 400 francs. Et 401. 12 000. D'accord. D'accord? Ah, ce qui reste. Et donc là, mon solde, il est bien 12 000 créditeurs. Ici, il est bien 2000. 12 000 débiteurs. Pardon. Et ici, il est bien 0. Oui. D'accord? Si maintenant, je suis toujours dans ce cas-là, vous voyez, je recopie stricto sensu ce qui était au-dessus, ce qui est en dessous. Hein. Donc je suis bien, j'ai bien cette écriture-là, et je passe uniquement cette écriture-là. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de mes 616, je vais mettre 2000 au débit. Je vais mettre 2000 au crédit de mon compte de TVA et je n'ai pas d'écriture sur mon 401. Donc là, vous voyez que mon 616, il est bien un solde débiteur de 12 000. Là, il est soldé. Là, j'ai un solde créditeur de 12 000. Ici, j'ai un solde débiteur de 12 000. Celui-ci, il est soldé.
lien entre ces opérations vertes et rouges, donc ça correspond à l'opération verte. Ça correspond à l'opération bleue. Réfléchissez bien quand vous avez des régularisations. C'est pour ça que je vous ai marqué à côté, ne modifiez que ce qui est erroné. Ce qui est juste, vérifiez bien qu'une fois que vous avez passé votre extourne et votre comptabilisation ou juste votre écriture de régule, que ce que vous ne vouliez pas modifier ne s'en trouve pas modifié. Ici, mon 401, la facture, elle faisait 12 000 euros. Je dois toujours avoir 12 000 euros dans mon 401. Je vérifie bien que j'ai bien crédité, donc mon 401 était créditeur de 12 000, je débite de 12 000 et je le recrédite de 12 000. Pour l'examen, il faut noter vraiment le schéma comme ça, il faut la renoter comme ça. Enfin, comme ça. Pour l'examen, il vaut mieux faire extourne contrepassation, qui vaut GPA, ça n'a pas d'importance. En première écriture et dessous repasser les montrer vraiment qu'on a bien compris. Après, si vous arrivez à le faire directement, faites-le directement. Mais c'est généralement peut-être des points. Ils préfèrent peut-être voir qu'on sait faire. Enfin, disons que l'avantage, si vous faites en deux écritures, c'est que si la première, vous avez bien mis tout à zéro, et que sur la deuxième, vous faites une petite erreur, au moins la contrepassation aura été faite comme il faut. Et que si vous repassez bien, ici par exemple, le 401, etc., dans le bon compte, dans le bon montant, le jury verra bien que vous avez su différencier de ce qui était faux de ce qui était juste. Après, la deuxième, ce qui est en vert, la correction comme ça, juste du point qui pose problème, c'est beaucoup plus facile à faire si vous êtes directement sous ciel. Oui. Parce que sous ciel, vous voyez tout de suite si vous êtes trompé de sens ou pas, parce que faut pas raconter, pas se raconter des messes. Une fois sur deux, passer l'écriture à l'envers. Hein. Les premiers temps, c'est comme quand on fait avec le 658, c'est-à-dire quand on fait juste les différences de centimes. Oui. Moi, je peux vous dire que même moi, après des années, je passe encore des fois les écritures à l'envers. Alors, si c'est bien sûr, vous avez 1 centime d'un côté, vous allez mettre 1 centime de l'autre. Ça, généralement, on ne se trompe pas trop. Mais si c'est, je vais mettre 0,88 et je vais mettre 1, à savoir mes 12 centimes, dans quel sens je les mets, celui qui se trompe jamais, il est super fort, parce que je vous dis, faut bien penser là. Bien sûr, si je réfléchis bien, si j'ai le temps, etc., je vais faire comme il faut, bien sûr. Mais il faut bien penser que quand vous êtes en entreprise, les écritures, vous en passez, vous n'avez pas le temps de. D'où l'importance après de contrôler par rapport à ciel. Comme vous n'avez pas forcément ciel sur vos exercices ou vos examens, moi je vous conseille de faire j'extourne d'abord, après je passe sur la facture. Moi aussi je préfère. N'hésitez pas non plus, vous voyez, j'ai fait les petits contentés. Alors ça c'est un petit peu ma marotte, mais n'hésitez pas aussi à faire les contentés. Pour leur donner, pour leur mettre. Voilà, pour me montrer aussi votre démarche. D'accord. Ouais. Même pour vous, vous contrôlez. Mais par contre, attention, si je fais les contentés quand je me contrôle, je fais bien comme j'ai fait tout à l'heure, je pars bien du 616 débiteurs. Là, sur mon écriture, si on crédit, je ne réfléchis pas. Je recopie. Comme il est dans l'écriture. Donc ça, c'est pour solder le compte d'attente. Le mieux, j'extourne et je recomptabilise. Et si j'ai une erreur, je la et là. Erreur de comptabilisation, pareil, j'extourne, je contrepasse et je comptabilise, ou je passe directement en opérant l'erreur.
ça c'est le premier point où l'erreur, je dirais, elle ne vient que d'une écriture ou d'une écriture qui vous est donnée. C'est-à-dire que sur le document comptable qui vous est donné, vous avez votre facture d'assurance par exemple, et sur la facture d'assurance, j'ai un petit encart, hein, pour pratiquer ça, vous avez un petit encart, c'est marqué écriture comptabilité et vous avez le détail de l'écriture. Ça c'est le plus facile, je dirais, puisqu'on vous donne l'écriture erronée et que du coup vous savez sur quoi vous appuyez. Le troisième point, le petit C. Monsieur, photographe. Photo, j'ai pas écrit. Photo. De toute façon, ça va être enregistré. Le troisième point, alors qui est le point, je dirais, qui est le point qui est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, surtout sur les exercices où vous n'avez pas, malheureusement, le détail des écritures qui sont passées. Quand l'erreur porte sur deux écritures, je m'explique. Comptabilisation au compte. Alors, deux écritures. Non, c'est pas, je peux mettre deux écritures. On va mettre l'erreur de numéro de compte plutôt. Voilà, donc c'est quand je repère une erreur, effectivement, au moment de la justification des numéros de compte. Enfin, des comptes clients-fournisseurs ou des comptes, un compte qui vous est donné par exemple. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas le détail de l'écriture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne par exemple le 411 Martin. Et on donne le 401 Myrton, ou on donne que le 401 Myrton, et dans mon 401 Martin, j'ai une écriture dont le libellé est intitulé Myrton. Voilà. Par exemple, ça c'est ce que je modifie. Ça arrive régulièrement. Donc là, la difficulté, c'est, donc là, dans mon compte 401 Martin, je vois apparaître un libellé Merton. Donc déjà, il faut vérifier lequel est juste. Il faut déjà vérifier est-ce que c'est Martin ou Merton. Donc là, dans les exercices, on va considérer que c'est Merton qui est juste. Mais dans la réalité, bien sûr, qu'il va falloir rechercher la pièce comptable. Oui. Parce que ça peut être Merton, parce que l'écriture d'avant c'est Merton, et puis qu'on a refait recopie du libellé sans faire attention, donc on a oublié de changer notre libellé. Donc déjà, je vérifie. Ici en exercice, vérifier la pièce comptable. Ça va être compliqué, puisque vous n'allez pas la voir. Si je suis dans une entreprise, j'ai un cas comme ça, alors bien sûr, je reprends ma facture, mais qu'est-ce que je vais aller aussi faire? Dans la réalité, je vais regarder l'écriture
concernés. C'est-à-dire que je vais aller faire un double clic Pour avoir le détail. sur Merton pour avoir le détail. Quand vous êtes sur papier, vous pouvez toujours double-cliquer sur votre papier, vous n'aurez jamais le détail. Donc là, vous n'aurez pas le détail. Rarement. Donc du coup, nous, le problème qui va se positionner, c'est pour ça que je précise en exercice, ça c'est en entreprise, je vais vérifier la pièce comptable. 2, je vais regarder l'écriture concernée. Et 3, je vais régulariser. On se retrouve dans la situation précédente. Ouais. Hein? Donc, Le plus souvent, on passe l'écriture normale. Et on comptabilise. Là, je dirais, en entreprise, c'est assez facile et simple. Si je suis en exercice, on n'a pas de détail de l'écriture concernée possible. Donc là, comment je vais faire? Ben, on doit avoir le grand livre quand même. On aura ça. Ouais. C'est-à-dire que la contrepartie, je ne vais pas la connaître. Ouais. Donc comment est-ce que vous allez faire? Donc là, par contre, on part du principe que ça va bien dans Merton, hein, ça, il n'y a pas de souci. On n'a pas, là le contrôle de 1 à faire, ça, on est sûr que ça va bien dans Merton. On extourne. Alors on va extourner, je vais extourner entre là. Quand j'extourne, là pour extourner, je vais faire quoi? Je vais mettre mon 401 Martin. Oui. Au débit. Et en contrepartie, vous allez mettre quoi? Merton. Non. Donc là, vous extournez pas. Ah non, oui, non, je. Là, vous corrigez. Non, je corrige. Ah oui, Vous n'allez pas pouvoir d'un compte pour le remettre dans le. Vous n'allez pas pouvoir, dans ce cas-là, extourner. Parce que vous ne connaissez pas la contrepartie. Oui. Donc là, il va falloir passer directement. On passe directement. Le remettre dans le bon effectivement, compte. dans le bon compte. Oui, j'avais raison dans mon raisonnement, mais je n'avais pas utilisé le bon terme. Voilà. Oui, d'accord. On retire de là. Oui, on passe de là. Oui. Pour- Et en prenant le numéro de compte de Merton, exact, par exemple 401-01. Ah, Sans si compte c'est 401, on mettra alors 401. D'accord. Oui, parce que là, j'ai mis Martin, Merton. Oui, pour je comprends, d'accord. Mais effectivement, souvent, c'est parce que c'est 410 qui est placé Oui, en 401. Enfin, Oui, D'accord. ou 58, 85. Enfin, Oui. une inversion de. Ok. On voit bien que c'est une inversion de Ouais, de chiffre. chiffre. Si jamais vous n'arrivez pas à passer l'écriture directement, vous allez pouvoir, si vous avez besoin d'extourner, de recomptabiliser l'écriture, par exemple, et ben, utiliser ce qu'on a vu précédemment, le compte d'attente. 471. C'est-à-dire, par exemple, dites-vous, cette écriture-là, dites-vous, elle a été passée comme ça. Donc moi, je vais l'extourner. Bon, ça va ressembler à rien parce que j'ai pas mis... Il aurait fallu que je fasse, effectivement, comme disait, faire comme ça. Ça ressemblera plus à quelque chose parce que sinon... Donc là, l'écriture qui a été passée, c'est 400, peu importe quoi, hein, à 401-01-01 Martin. Donc je l'extourne en faisant 401-001 à peu importe quoi, donc je mets 471 pour me poser ça, et je repasse 471, 010, c'est ça que j'ai mis. Vous voyez bien. Ouais. Que ça correspond à ça. Je trouve plus simple, on va te faire comme en rouge.
Bah oui. Ça, je dirais, ça dépend des personnes. Il n'y a pas de plus simple ou de plus compliqué. Ça dépend des personnes. Hein. Donc vous utilisez la méthode qui vous parle le plus pour vous. Et si vous avez l'habitude d'extourner, de recomptabiliser, et que cette étape d'extourne vous est indispensable pour votre raisonnement, et bien extournez avec un 471, ou même peu importe, un 601, vous pouvez bien extourner avec ce que vous voulez. L'important, c'est qu'ici, j'ai le même montant et le même compte, un coût débit ou un coût crédit. Oui, parce que là, c'est solide. Voilà. S'il est au débit, on inverse. Alors si par exemple ma facture, si j'ai pas d'écriture, je termine juste, donc là je vais passer directement la correction. Ça, c'est le premier point. Si maintenant, en exemple, on me dit, j'ai une facture, on va en avoir plutôt. Si l'erreur, c'est d'avoir qui est comptabilisé comme une facture. C'est-à-dire que dans mon 401 EDF, j'ai une facture 1, j'ai un avoir 2, voilà, par exemple, mon compte EDF qu'on donne, il est comme ça. Une facture au crédit, normal, un avoir au crédit, le règlement de la facture moins de l'apport au débit, et encore une facture de ce côté-ci. Ça vous avez déjà eu ce cas-là. Hein? Oui, on a passé du mauvais côté. L'avoir passé du mauvais côté. Comment est-ce que je vais corriger ça? Voilà, avec les règlements. 1 et 2. Donc forcément, Donc déjà, quelle est l'erreur? L'avoir, il va l'avoir, il est au débit. Ça, celui-là, doit aller au débit. Ouais. Donc eux, ils ont réglé 1 et 2, c'est-à-dire la facture moins l'avoir. Ils ont réglé la facture moins l'avoir. Ah oui, d'accord. Ouais. On a réglé, ils ont prélevé, les c'est un prélèvement, ils ont prélevé le bon montant. Oui, d'accord. Donc là, est-ce que ça, c'est comme ça d'ailleurs qu'on va s'en rendre compte, souvent. Hein, c'est que quand on va pointer notre règlement, on va se rendre compte que ça ne correspond pas avec les factures qu'il y a au-dessus. Donc là, comment est-ce que je vais procéder? Alors, on ne peut pas le mettre de l'autre. Si on. Enfin, voilà. Moi, je peux faire ça. Je vais prendre ce papier-là et je vais le mettre de ce côté-là. Extourner. Donc, je vais extourner. Je mets la barre parce que ça ne sera pas forcément dans ce cas-là. Hein. Donc là c'est les DF. Donc c'est facile parce que j'ai la contrepartie. Dans la réalité, on est censé vous donner la contrepartie. Hein, parce que sinon, là, dans ce cas-là, ici, dans ce cas-là, je peux me passer de la contrepartie. Dans ce cas-là, ça va être compliqué. Hein. C'est pour ça que j'ai pris les DF, parce qu'il faut la contrepartie, vous la connaissez. Donc là, je vais passer, je vais extourner. Donc je vais passer au 420 EDF au débit, mon 606 et ma TVA au crédit. Pour en avoir. Donc là, du coup,
que j'ai fini? Non, il faut passer l'écriture Alors, maintenant, comptabiliser la bonne écriture. Bah oui, parce que c'est pas. Là, c'est juste annulé, là. Donc là, attention, effectivement, c'est juste annulé. Donc là, il faut bien que je repasse une deuxième fois l'écriture. Que la fois vienne se positionner ici. Le premier soldant celui-ci. Et le deuxième permettant de solder par rapport, de régler par rapport au règlement. Oui, parce que là, d'avoir sur la première écriture tout en bleu, en fait, c'est comme s'il était doublé. Voilà. En fait, il faut toujours doubler, vu que là j'ai du mauvais côté. Donc, je le remets du bon côté. Ouais. Donc, vous voyez bien que ça équilibre. Ouais. Voilà. Parce que si j'ai 100, je remets 100, je me retrouve à 0. Donc, il faut bien qu'après, effectivement, que je comptabilise correctement l'écriture. Que je remette encore une nouvelle fois 100. Ça en fait des écritures. C'est pour ça qu'il faut bien. La première chose à faire, c'est vraiment d'identifier l'erreur. Sur quoi porte l'erreur quand on fait la régularisation. C'est une fois qu'on a identifié l'erreur, on sera en mesure de la corriger. C'est pour ça que moi je trouve qu'il est important, une fois que vous avez identifié l'erreur, de verbaliser cette erreur. C'est-à-dire essayer de mettre des mots sur l'erreur qui a été commise. Est-ce que c'est un compte X qu'on a mis à la place d'un compte Y? Donc est-ce qu'on a utilisé le compte 401 au lieu du compte 411 par exemple? Est-ce qu'on a passé une écriture au débit au lieu de la passer au crédit? Ou est-ce qu'on s'est trompé sur le numéro de compte 606 au lieu de 607? Parce que déjà quand vous aurez verbalisé cette erreur, ben, ça vous donnera quelque part un petit peu la piste de comment je vais corriger. Parce que si j'ai passé l'écriture au débit au lieu de la passer au crédit, ben, ça veut dire qu'elle est au débit à la place du crédit, donc il va que je la remette au crédit pour l'annuler et que je la remette une deuxième fois au crédit. Si je me suis trompée du compte 606 au lieu du compte 607, ben là j'ai juste à corriger du 606 au 607. J'ai pas compris, Valérie. Excusez-moi, c'est par rapport à l'Xtourne. C'est pas on passe le contraire. Parce que regardez, là, l'Xtourne est passé comme l'écriture correcte. Oui, mais j'extourne cette écriture-là. Oui, il est chronique, donc elle passe au débit. Pour la solder. Elle est au crédit, elle passe au débit. Oui. Cette écriture-là, elle a été comptabilisée comme ça. Dans l'autre sens. Celle-là, Oui. elle a été comptabilisée comme ça. D'accord. Elle a été comptabilisée à l'envers parce qu'elle aurait dû être comptabilisée. Voilà, oui. C'est une facture d'avoir. Donc normalement, si c'est une facture d'avoir, On crédite. mon 401 il est au débit et mon compte de 6 il est au crédit. Oui. Or là, j'ai crédité mon 401 et j'ai débité mon 606 comme une facture normale. Normal, d'accord. Donc la première chose à faire, c'est bien d'extourner cette facture. Oui. Donc ce qui est au débit passe au crédit, ce qui est au crédit passe au débit. Et de recomptabiliser, l'avoir correctement. Donc l'Xtourne, il a la même écriture, c'est la même chose. Oui. Deux écritures de la même façon. D'accord. La première, elle sert à mettre à zéro. Et la deuxième, elle sert à comptabiliser l'écriture correctement. Alors, état de rapprochement bancaire. On va 3, état de rapprochement bancaire. Action. Alors, je pense que pour tout le monde, la méthode est OK. Est-ce que
qu'on refasse un petit rappel Les écritures. concernant la méthode. J'ai compris. Donc la première chose à faire, c'est donc de pointer les traits si possible au sol de départ à l'aide de l'état de rapprochement bancaire de 1 du mois précédent. Et c'est là éventuellement que vous allez pouvoir avoir des chèques, un ou plusieurs, qui ont été faits précédemment, mais qui ne sont encore pas débités par votre fournisseur. Donc du coup, là, je vais avoir un écart entre les soldes initiaux. C'est pas parce qu'ils ont que ce montant-là, il va bien falloir le reporter dans mon état de rapprochement bancaire final. Donc si vous ne commencez pas par pointer ces soldes de départ, déjà les montants qui vont être dans l'état de rapprochement bancaire départ, vous allez en faire quoi? Donc, on va pointer les traits, les soldes de départ à l'aide de l'état de rapprochement bancaire du mois précédent. C'est là que je vais repérer des chèques qui pourraient encore ne pas avoir été débités sur mon compte bancaire, donc retirés par mes fournisseurs. Une fois que j'ai fait ceci, que j'ai pointé mes soldes de départ, je vais pouvoir pointer les traits, les montants identiques entre le relevé bancaire et le 512. Pour cela, je peux m'aider des libellés et des sommes, et je peux éventuellement faire des sommes, des additions, notamment pour ce qui est remise de chèques. Puisque moi, dans ma comptabilité, les remises de chèques vont passer chèque par chèque, et sur le relevé bancaire, ils vont passer en groupé. Parce que très souvent, je vais vraiment déposer un seul chèque. D'accord? Quand je dis les libellés, parce que je fais attention, je peux avoir des montants identiques. Par exemple, je peux le même mois avoir posé 500 € en espèces et 500 € en chèque. Donc il faut bien que je me serve du libellé pour rapprocher les 500 € d'espèces avec l'espèce et les chèques avec les chèques. Le libellé peut aussi m'aider pour tout ce qui est remise d'effets, etc. Quand je fais ça, pour éviter les boulettes, si je peux dire, je suis un ordre. Donc soit je me dis, je suis l'ordre de mon état de mon relevé bancaire, et je vais dans l'ordre du relevé bancaire et je cherche les montants sur le 512, soit je pars du 512 et je suis dans l'autre sens. Mais suivez un ordre, parce que sinon, voilà. Sinon vous allez avancer, oh, tiens, 3212, il est de ce côté, pouf, il est de l'autre côté, donc non, suivez un ordre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé, le ABCD, il doit être dans un ordre sur l'un, et pas sur l'autre. Mais sur un, on doit bien avoir normalement un ordre croissant. Une fois que j'ai fait ça, du coup, j'ai identifié les montants qui ne vont pas figurer sur notre document, c'est-à-dire les chèques que j'ai pu déjà émettre moi qui ne sont encore pas débités, ou des frais que la banque a pu
retirer, que je n'ai pas dans la comptabilité. Quand je fais ça, je m'arrête 2 minutes sur ces montants. Est-ce qu'il n'y a pas des montants qui, sans être exactement les mêmes, sont des montants qui pourraient être les mêmes à des frais prêts, par exemple? Oui. Si, les erreurs, les inversions. Alors, ça peut être des inversions. Je ne pensais pas à ça, mais oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je pensais plutôt, par exemple, aux traites. LCR, je vais les avoir en brut, on dit d'un côté, c'est-à-dire je vais avoir 10 000 d'un côté, et de l'autre côté, j'aurai que 9 990, puisque j'aurai 9 990 et 10 € de frais. Donc, là, je vous dis, arrêtez-vous 2 minutes, est-ce que c'est vraiment des sommes et des montants qui sont vraiment différents, ou est-ce que c'est, voilà, et où je peux, comme Daniel vient de le dire, voir aussi des erreurs. J'ai 3218 d'un côté et 3281 de l'autre, par exemple. Donc là, c'est aussi, dans ce cas-là, peut-être le libellé ou le numéro du chèque qui peut m'aider Voilà, pour me rendre compte que c'est bien Sur sûr. le dernier exercice que j'ai fait, j'ai cherché un moment, il y avait sur une écriture, je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait la TVA qui était à l'intérieur, et du coup je ne trouvais pas, c'était un petit montant, 1,59 €. Et j'ai cherché un moment, alors en fait c'était bien écrit entre parenthèses, et c'était ça qui me... Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Et c'est pour ça qu'on peut avoir besoin, comme Victor l'a dit tout à l'heure, éventuellement, effectivement, de l'état des clients ou de l'état des fournisseurs pour savoir ce qui est payé, ce qui n'est pas payé. Et ça peut aussi nous aider dans la réalité ou l'état des échéances, des choses comme ça. Donc, une fois que j'ai identifié tout ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Voilà. Donc, je vais faire, pour reporter, enfin pour faire mon état de rapprochement, je vais faire une double inversion, c'est-à-dire ce qui était dans mon 512 et qui ne figurait pas dans mon relevé bancaire, je vais le porter dans mon relevé bancaire en inversant, c'est que le débit va passer au crédit. Donc, je vais inverser 2 documents en sens, mais je fais attention, je ne touche pas au solde. Si le solde est au crédit, on le laisse au crédit. Et le solde de mon 512 est de X, débiteur, il reste à X, débiteur, du côté du 512. Je n'inverse pas les montants, je n'inverse pas les soldes, ni de documents, ni de sens. Les soldes restent identiques. Si sur le planning, sur le planning, Bien sûr, là, je parle des soldes de fin de période. C'est du bas. C'est du bas. Parce que je travaille par rapport à ceux du bas. Je ne travaille pas par rapport à ceux du haut. Parce que ceux du haut, je les ai pointés en bas. Oui. Donc je parle bien des soldes du bas. Et du coup, je vais faire mon solde final. Donc là, mon nouveau solde fin de période, je mets bien nouveau solde de fin de période, je ne mets pas des soldes de fin de période, puisque normalement, votre solde de fin de période doit être le même sur votre 512 et sur votre relevé bancaire, identique, mais de sens inverse. Votre 512, je le rappelle, fonctionnant en effet miroir par rapport à votre... Si les débits en 112 est crédit automatiquement. D'accord. Au relevé bancaire. Est-ce que j'ai terminé? Non, l'écriture a passé.
J'ai la comptabilisation de cet état de rapprochement. Donc là, je comptabilise quoi? Et 512. Voilà. Je comptabilise les montants ne figurant pas sur mon 512. Donc ceux que j'ai remis du côté 512 dans mon tableau. Et bien sûr, par la contrepartie du 512. Je dois toujours avoir dans mon écriture un 512. Je peux avoir un 401, je peux avoir un 411, je peux avoir un 421. C'est le principe de ça. Mais la contrepartie, ça sera toujours un 512. Dernier petit point qui est plus facile à mettre en œuvre quand j'utilise bien sûr ciel que quand je suis sur la main, sur papier, c'est vérifier le solde du 512 après écriture. Je suis sous ciel, j'ai mon 512 avec les écritures qui ont été passées en amont, je passe je comptabilise mon état de rapprochement bancaire et je vais retourner voir mon 512 qui doit correspondre au montant ici. Ça, sous ciel, c'est très facile à faire. À la main, c'est plus difficile. Parce qu'à la main, forcément, à la limite, vous allez mettre ce que vous voulez mettre. Ah oui. Si vous inversez Le ciel, on va voir dedans, ça ressort directement. Voilà. À la main, il faut que vous reportiez vous. Donc si jamais vous savez qu'il doit être débiteur et que vous êtes trompé dans le sens de l'écriture, vous pouvez avoir tendance à corriger spontanément sans forcément reporter. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais... La situation de trésorerie. Donc on va pareil revoir un petit peu la méthode. Donc même chose, en préambule, quel document est-ce que je dois regrouper? État de rapprochement. Le solde. Il faut l'état de rapprochement. Parce que là je vais me servir je vais continuer toujours dans la trésorerie, donc toujours par rapport à mon compte bancaire. Donc soit je prends l'état de rapprochement bancaire que je viens de faire, soit éventuellement si je fais ça en cours de mois, je peux aussi repartir du solde du 512 que je prends par exemple sur internet. Par exemple. Je peux aussi faire un mix des deux et refaire un mini état de rapprochement bancaire. Je peux aussi faire ça. Je vais repartir de deux. Qu'est-ce qu'il me faut également? Dossier des comptes des clients. Oui, c'est ça, hein, les clients, fournisseurs. Il me faut l'état des clients et des fournisseurs qui fait ressortir notamment les dates d'échéance. Qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? Les 403 et 413 ici. Alors, forcément, l'état des effets à payer Et à recevoir. et à recevoir.
les fournisseurs, les clients, les effets à payer et recevoir, pour l'instant, je ne parle que des clients et des fournisseurs. Qu'est-ce que je peux avoir aussi? La caisse. Alors, je pourrais avoir, normalement, ça dépend comment on fait notre situation de trésorerie, mais effectivement, je pourrais aussi englober le solde de caisse dans les crédits. Alors, donc effectivement, je vais avoir besoin des crédits, je vais avoir besoin en fait de Les opérations à venir. voilà, de tous les encaissements Les décaissements prévus. et décaissements prévus au cours de la période. Les emprunts, les choses comme ça. Hein, les salaires. Ça sera toujours donné quelque part où on peut avoir à rechercher par exemple des prélèvements sur le dernier état Ça dépend comment on vous donne, et vous pourriez très bien, oui, être amené, vous, à aller chercher, si on vous dit que les salaires sont toujours identiques, aller chercher, vous, le montant sur le moderne. Ouais. Et la qualité, tout ça. Donc, la première, au niveau de la méthode, la première chose que je vais faire, c'est que je vais déterminer la date à laquelle je vais établir ma situation. C'est-à-dire la date à laquelle je vais m'arrêter pour ma situation de trésorerie. Si je fais une situation au 17 mai, moi je m'arrête au 17, je ne prends pas le 18, etc. Déjà, la première chose, c'est de savoir le périmètre, le champ d'action de ma situation de trésorerie. Ça, sur les exercices, souvent, ça nous est vous est Ça, imposé, c'est imposé. tout à fait. Ouais. Si j'ai bien préparé au préalable tous mes documents, une fois que je sais à quelle date je dois faire ma situation de trésorerie, je vais pouvoir faire ma situation de trésorerie. Alors, je vais juste faire attention à une chose, c'est qu'au niveau de la présentation, souvent, vous présentez quelque chose un peu dans ce goût-là. Donc ça, il n'y a pas de souci. Les encaissements, je vais les mettre là. Les décaissements, je vais les mettre ça. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, mes encaissements, est-ce que je vais venir les positionner au débit ou est-ce que je vais venir les positionner au crédit? Encaissement au débit. Alors, je peux travailler à l'identique de mon 512, c'est-à-dire que je vais mettre mes encaissements au débit et que je vais mettre mes décaissements au crédit. Donc, dans ce cas-là, je vais partir du solde du 512 tel que. Mais je peux aussi raisonner encaissement au crédit, décaissement au débit comme normalement. Et à ce moment-là, il faudra juste que je pense à inverser mon solde de départ, mon 512. De raisonner en solde bancaire en fait. Ah, d'accord. Et Si, normalement, le on débit. devrait s'en servir des soldes de la banque, non? C'est pour ça, si vous partez avec le solde de la banque, si votre banque est débitrice, c'est-à-dire que je parle bien du relevé bancaire, si votre relevé bancaire est débiteur, c'est-à-dire que vous êtes à découvert. Après, vous avez vos encaissements au crédit, vos décaissements au débit, comme un normal. Oui.
Comme si vous faites avec votre relevé comptable. Et si vous raisonnez en 512, vous raisonnez dans ce sens-là. Dans les exercices, souvent, on vous les présente dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on présente à l'identique de la banque. Voilà. Vous pourriez très bien le voir à l'inverse aussi. Donc là, si on prend le relevé du 512, c'est encaissement débit et décaissement au crédit. Voilà. Et si on prend le relevé de la banque, c'est dans l'autre sens. Okay. Ce qui est plus habituel. Habituellement, les encaissements, vous les mettez au crédit, vous les mettez au crédit. Et à la banque, c'est le contraire. Si vous faites le 512, c'est le contraire. Le contraire, d'accord. Donc après, vous allez arriver avec un solde estimé à la date de la situation de trésorerie. Donc là, je rappelle bien qu'on est sur l'estimatif, puisque je vais chercher les encaissements et les décaissements prévus, prévisionnels. Donc je n'aurai pas forcément, il peut y en avoir d'autres, il y en a qui peuvent ne pas se réaliser, c'est vraiment du prévisionnel. Et en fonction, je vais pouvoir éventuellement faire appel aux effets en portefeuille, qui sont les effets qu'on peut escompter. Mais je n'escompte des effets que si on me dit que je veux par exemple une situation de tant d'euros ou positif, etc. Sinon, je ne vais pas escompter des effets. Parce que escompter des effets, ça coûte très cher. Donc je n'escompte des effets que si on me dit clairement que je veux une situation de trésorerie positive, par exemple, donc débiteur, à telle date. Oui, c'est sûr. Mais sinon je n'escompte pas d'effet, ça n'a pas d'intérêt. La question peut aussi se poser si par exemple je fais ma situation de trésorerie au 31 mai, est-ce que je prends les encaissements du 31 et décaissements du 31 mai ou pas? Non. Comment si c'est au 31, ça va au 30? Après, les deux sont possibles. Ah oui, c'est vrai, c'est... Mais après, il faut que vous teniez une ligne de conduite. Il faut que vous teniez une ligne de conduite. Soit vous dites je ne les prends pas, et à ce moment-là vous n'en prenez aucun. Soit vous dites je fais au plus favorable, c'est-à-dire que j'estime qu'un client qui dans l'échéance est le 31 va se débrouiller pour me payer pour que le 31 ça soit chez moi. Oui, on est bien d'accord. C'est vrai qu'il ne faut mieux pas prendre. Mais bon, après vous faites comme vous voulez, le tout c'est que ça soit que vous fassiez une. Enfin, c'est pas un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc si on nous demande le 31 mai, on fait comme on veut. Après, ça dépend aussi quelles informations on va vous donner. Parce que des fois, dans les clients, on va vous dire ce client paye avec, par exemple, 8 jours de retard. Ah oui, alors là, on prend celui-là, vous allez. Enfin, si c'est le 31 mai, vous n'allez pas le prendre. Parce que, mais après, il ne va pas payer. Après, si vous ne les prenez pas sur le 31 mai, n'hésitez pas à mettre un petit laïus en disant que vous considérez que la date d'échéance est en 31, le client va attendre jusqu'au 31 pour le payer, et du coup, vous le prenez en compte. On justifie. Oui, il suffit juste de le notifier. Voilà. On va terminer donc par la déclaration de TVA. Donc, je rappelle la méthode.
méthode. Premièrement, c'est déterminer, calculer la TVA collectée en partant du chiffre d'affaires. Je rappelle, on part toujours du chiffre d'affaires hors taxe que l'on va multiplier par les taux de TVA correspondants pour obtenir notre TVA collectée. Donc attention, je vais faire un calcul différent pour la TVA à 10 et un calcul différent pour la TVA à 1. Je vais faire attention également, est-ce que ma société est une société de prestation de services, donc ce qui veut dire que j'aurai une TVA prestataire de service, TVA Sur les encaissements. sur les encaissements, dans ce cas-là. Donc si je suis prestataire de service, ma TVA elle sera sur les encaissements. Donc je ne prendrai en compte que les factures réglées au cours du mois. Si je suis en livraison de biens, c'est-à-dire que je suis en achat-revente, je prendrai en compte toutes les factures établies au cours du mois. Je fais attention également, si jamais j'ai de la TVA, enfin, si j'ai des acquisitions intracommunautaires, donc des achats effectués dans la zone euro. Donc là, il faut que je pense à ajouter le montant de ces achats hors taxe à ma base de chiffre d'affaires, à ma base de TVA. Et je penserai également à déduire cette TVA sur acquisition intracommunautaire de ma TVA, à ajouter dans ma TVA déductible. Puisque la TVA sur les acquisitions intracommunautaires doit être neutre pour l'entreprise, c'est-à-dire que ce que je vais soumettre à TVA collectée, je dois y retrouver dans ma TVA déductible aussi. Pour ma TVA déductible, le plus souvent, je ne fais pas de calcul dans ce cas-là. Je prends les montants qui figurent dans le compte 445 620 et dans le compte 445 660. Et bien sûr, je tiens compte aussi de la TVA sur les acquisitions intracommunautaires. Si j'ai des fournisseurs aux encaissements et que je n'ai pas éventuellement utilisé le compte datant pour la TVA de 745 800 quelque chose, je peux avoir éventuellement à déduire ce montant de ma TVA. Généralement, on ne va pas aller assez loin. Ça, c'est s'il y a de la TVA qui n'est pas encore. On n'a pas payé le fournisseur. Oui, d'accord. Par exemple, si j'ai une facture d'expert comptable qui n'est pas réglée, normalement, je n'ai pas le droit de récupérer la TVA. Le reste qui n'est pas encore fait. Donc, je vais déterminer ma TVA décaissée ou mon crédit de TVA en faisant la différence entre les deux. Si ma TVA collectée est supérieure à ma TVA déductible, je vais avoir une TVA décaissée. Sinon, je vais avoir un crédit de TVA.
Je vais établir ma CA3. Donc attention, comme toutes les déclarations fiscales, pas de centimes. Hein, arrondi à l'euro près, jusqu'à 0,50, enfin, jusqu'à 0,499, c'est 0. Au-dessus, c'est 1. Et je vais enfin comptabiliser cette CA3. Comme c'est la CA3 que je comptabilise, je n'ai pas non plus de centimes. 657 et 756. L'écriture que je vais passer, c'est ma TVA collectée au débit, puisque le but de la comptabilisation de la CA3, c'est de remettre à zéro les comptes de TVA. Je vais passer éventuellement, si j'ai de la TVA sur intracommunautaire, je peux utiliser le 445.2, je peux utiliser le 445.700 quelque chose. Hein. Je vous conformerai aux exercices, donc je le retrouve bien en plus et en moins. Mon compte de TVA sur immobilisation, mon TVA sur achat, et le solde en fonction, soit le 445.670 si c'est un crédit de TVA, soit le 445.710 si j'ai de la TVA à décaisser. Et pour arrondir les centimes, soit 650, soit 750. Ça, c'est une écriture À part. à part. À part, oui, comment on fait? Je me suis déjà demandé, moi, quand on a le grand livre et qu'il y a des centimes qui sont. Et bien, vous prenez vos soldes les soldes de vos centimes, vous les mettez soit au crédit, soit au débit en fonction du solde, et vous soldez soit par 658, soit par 758. Donc il faut toujours que ce soit zéro. Il faut que ça soit à zéro. Mais ça, les différences de centimes, ne le faites que si ça vous est demandé, ou ne le faites que si ça a été fait les mois d'avant. D'accord. Ah oui, Si on vous donne par exemple une situation de trésorerie à faire au mois d'avril, et que les centimes ils n'ont jamais été soldés, c'est-à-dire que les comptes ne sont pas soldés précédemment, ça ne sert à rien de le faire. Ça veut dire qu'on le fait une fois par an. une fois par an. D'accord. Dans la pratique, les entreprises, elles le font une fois par an. Ça dépend des entreprises. D'accord. Ça dépend des entreprises, ça dépend de... Logiquement, vos comptes de TVA, comme ce sont des comptes normalement qui ne sont pas, si vous allez voir dans le ciel, ce pas des comptes qui sont pointables. Pas des comptes lettrables normalement. Mais il arrive des fois que par mesure de simplification, on les rende lettrables tous les mois, Oui. pour que dedans ne figure plus que, si je suis aux encaissements notamment, que la TVA sur les montants non payés par exemple. Et donc si je fais ça, à ce moment-là, je vais faire mes arrondis tous les mois. Sinon, je fais mes arrondis une fois par an. Ça ne sert à rien de passer des écritures pour rien. Donc là, par exemple, en examen, s'ils ne demandent pas de le faire, on ne s'en occupe pas. Ça m'arrange.